avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un doux chant, avec à la lèvre un doux chant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Bon, d'abord, je suis très ému de me retrouver devant cette toile que j'ai tellement pensé, rêvé, fantasmé, et que j'ai vu déjà, puisqu'on l'a exposée ensemble à Argentan, à la médiathèque d'Argentan. Et j'avais l'impression qu'elle était beaucoup plus petite. Je découvre là que finalement elle est presque à l'échelle 1. Et en ce qui concerne mon père, pour le coup, parce que je vous expliquais pourquoi cette œuvre est pour moi un chef-d'œuvre, peut-être même le chef-d'œuvre de Robert, il a peint des milliers de toiles, des milliers d'œuvres, et on aime plus ou moins, et on ne se demande jamais pourquoi on aime plus ou moins. Alors que quand on réfléchit sur les raisons du jugement de goût, elles sont toujours biographiques ou autobiographiques. C'est Nietzsche qui nous dit ça dans la préface au Gai Savoir. Il nous dit on a la philosophie de sa propre personne. Il parle d'idiosyncrasie et de fait on a une culture, on a un jugement, on a des habitudes, on a été le produit d'une civilisation, d'une époque, de parents, d'enseignants. Et de fait, quand je me retrouve devant cette œuvre-là, ça renvoie évidemment à ma biographie, puisque cette œuvre illustre, le mot n'est pas correct, mais enfin, est en contrepoint, on dirait, de la chanson de Georges Brassens, Pauvre Martin, pauvre misère, qui raconte le labeur d'un ouvrier agricole. Et mon père était ouvrier agricole. Donc j'aime tout particulièrement cette œuvre parce qu'elle présentifie mon père, et que j'ai beaucoup dit pourquoi j'aimais mon père et comment j'aimais mon père, parce que finalement il y a toute une conception du monde qui était la sienne. Et Robert a restitué cette conception du monde qui est celle du paysan, de l'homme qui travaille la terre. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté de faire une image pour mettre au pied du texte de Georges Brassens. Victor Hugo disait qu'il ne voulait pas qu'on mette de musique au pied de ses vers, qu'on fasse de la musique avec ses vers. Et donc on pourrait presque dire que même si c'est en contrepoint d'un texte de Georges Brassens, ça n'a pas besoin de Georges Brassens pour exister cette œuvre. Parce qu'on pourrait tout aussi bien renvoyer à Hésiode. Hésiode a écrit un texte fabuleux dans l'Antiquité qui s'appelle « Les travaux et les jours ». Et on a les travaux et les jours figurés de manière absolue. C'est-à-dire que c'est une leçon de cosmologie, de cosmogonie, c'est une leçon de sagesse, c'est une leçon de philosophie, c'est une leçon qui dure depuis toujours. C'est-à-dire que ce que fait Robert ici, c'est ce que fait Hésiode dans son immense poème. Il met en relation l'homme, la nature, le cosmos, son destin, puisque on voit ici le corps allongé, puisque finalement le corps allongé de celui qui travaille ici, puisque l'histoire c'est un homme qui retourne à terre régulièrement, qui ne se plaint pas, qui ne geint jamais, qui ne gémit jamais. Il fait des trous pour planter, pour mettre des graines, et puis ça va germer, il va y avoir du blé, on va faire du pain, on va nourrir des hommes qui vont finir par mourir parce qu'ils auront fait des enfants, d'autres feront exactement la même chose. C'est le cycle de l'éternel retour. Il y a la vie, il y a la mort. Et puis un jour, il creuse un trou, c'est son dernier trou, il s'y allonge, il ne fait pas de bruit, il s'en va, il disparaît comme il a vécu. Il a été un fragment de la nature. Il n'a pas été dans la nature, il a été un fragment de la nature. C'est tardif l'opposition de l'homme et de la nature, c'est la modernité, c'est Descartes, c'est le cogito, c'est-à-dire je pense donc je suis, je existe, il y a la nature, et je suis séparé de la nature. Pendant des siècles, les hommes ne sont pas séparés de la nature. Et dans d'autres civilisations, civilisation orientale par exemple, civilisation africaine, on n'est pas séparé de la nature, on est un morceau de la nature, on est un fragment de la nature. Il n'y a pas l'homme et la nature, il y a la nature, et dans la nature, il y a de la terre, il y a du soleil, il y a des cieux, il y a de l'éther, il y a des hommes, il y a du travail, il y a de la sueur, et il y a toutes ces choses-là. Et donc, cette peinture est un poème hésiodique, je dirais, qui nous raconte les travaux et les jours, qui nous raconte également le cycle de l'éternel retour. En ce sens, c'est un tableau nietzschéen. Mais en même temps, Nietzsche a une conception d'éternel retour qui est une conception très grecque. Il n'invente pas ça. Et encore aujourd'hui, chez les bouddhistes, chez les hindouistes, la conception du temps n'est pas linéaire, elle est justement cyclique et circulaire. C'est-à-dire ça part, ça fonctionne comme ça, et puis ça revient, ça disparaît, et ce qui a eu lieu se répète indéfiniment. C'est ce que dit Nietzsche. C'est l'éternel retour du même. C'est-à-dire que les hommes qui travaillent la terre l'ont travaillée depuis toujours et la travailleront depuis toujours. Même si aujourd'hui on peut imaginer qu'avec le transhumanisme, on commence à faire
à faire des fruits ou des légumes qui n'ont jamais vu la terre, qui n'ont jamais vu la pluie, qui n'ont jamais vu le soleil, qui n'ont jamais vu la lumière naturelle et qui ne sont que dans des bacs dans lesquels on met des produits chimiques et on produit des tomates, on produit des fleurs qui n'ont rien à voir avec la nature. Et ici, c'est vraiment le cycle de la nature, qui est un cycle, pour le coup, le mot le dit, hein, c'est circulaire, c'est-à-dire ça revient. Et on voit bien le cercle, ici, qui fait le tour probablement, et ça se passe comme ça dans la mythologie, par exemple, égyptienne. C'est-à-dire que le soleil se couche, mais passe par-dessous la terre, et fait tout ce travail circulaire pendant la nuit, et revient le lendemain. On voit effectivement les cycles du soleil, et en même temps le cycle du temps, mais du temps chronométré. Ce qui est intéressant, ce que fait Robert ici, c'est qu'il réfléchit en peintre, c'est-à-dire sans mots, mais avec des images, avec des dessins. Il réfléchit sur ce qui sépare la durée du temps. Le temps, c'est de la durée mesurée. Ici, on a de la durée mesurée, c'est-à-dire que c'est une horloge solaire, c'est l'horloge du soleil. On voit bien que c'est un soleil, et ça ressemble au tournesol de Van Gogh ou à toutes les magnifiques peintures de Robert, les peintures de fleurs. Là aussi, je trouve qu'il est génial dans la restitution du vivant floral. Et on voit ici quelque chose comme un tournesol. L'étymologie le dit très précisément, c'est ce qui tourne autour du soleil, c'est l'horloge interne de la nature. Et on voit ici un genre de tournesol, girasolé, je crois, on dit en italien, et la mesure du temps. C'est pas exactement midi, mais ça pourrait être presque l'heure de midi, comme dit Nietzsche, c'est-à-dire l'heure sans ombre, l'heure du moment zénital. C'est le trajet d'une vie. On voit bien que c'est le trajet de la nuit et du jour, mais c'est le trajet des saisons. C'est ce qui montre qu'il y a effectivement le jour et la nuit, mais c'est ce qui montre qu'il y a également le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Les hommes de l'Antiquité, les préhistoriques, comme on dit aujourd'hui, le savaient très bien. Nous, aujourd'hui, on sait pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi ça marche comme ça. On va laisser passer l'hélicoptère. Aujourd'hui, dans le ciel, il y a des hélicoptères, il n'y a plus d'horloge solaire. Le fonctionnement d'Éternel Retour, c'est le fonctionnement de la nature, c'est ainsi. C'est-à-dire ce qui marche avec la nature marche évidemment avec l'homme. Cet homme est né, il a grandi, ça a été un enfant, un adolescent, un jeune adulte, et puis il est là dans la force de l'âge, et puis ce qui l'attend, c'est circulaire aussi, ici c'est ça. C'est-à-dire ce cadavre allongé. Ici, c'est lui plus tard. Et on est dans la grande tradition de la peinture. Je songe à Carpaccio, par exemple, quand il est capable, Carpaccio, de se mettre en scène ou de mettre en scène des personnages plusieurs fois dans leur vie. C'est-à-dire, il y a un enfant, il y a un adulte, il y a un homme plus âgé, puis il y a un vieillard. Et on voit tous ces personnages qui sont différents dans la même peinture de Carpaccio. C'est le même homme. Eh bien, ici, c'est la même chose. Ce sont deux personnages différents, mais ce sont des personnages semblables. Inscrits dans la durée, inscrits dans le temps, il y a celui-ci qui sera celui-là. Et celui-là, parce qu'il sera mort un jour, aura laissé derrière lui des enfants qui referont le travail, etc. C'est-à-dire le cycle de l'éternel retour qu'on voit ici, c'est le cycle de l'éternel retour qu'on voit là. Et c'est cette mesure chronologique qui nous permet de dire que cette durée, l'hélicoptère nous avait perturbé, mais cette durée dont les hommes préhistoriques savaient qu'elle existait, parce qu'ils avaient bien compris que le soir, la nuit tombait, que le matin, le jour revenait. Ils avaient bien compris que les arbres perdaient leurs feuilles, puis qu'à un moment donné, ils retrouvaient leurs feuilles, puis qu'à un moment donné, ils retrouvaient des fleurs, puis qu'à un moment donné, il y avait des fruits. Et ils ont bien compris le cycle de la nature, même si nous savons depuis que le soleil est au centre, que la Terre est autour, qu'elle tourne sur elle-même, et qu'elle tourne autour du soleil sur le principe d'une ellipse. Et que dans cette ellipse, il y a aux deux extrémités les solstices et les équinoxes, et qu'il y a donc des solstices d'été, des solstices d'hiver, des équinoxes, etc. Enfin, donc il y a un ordre des choses, et en grec, l'ordre des choses, c'est cosmos. Donc ce que peint Robert dans cette œuvre-là, c'est le cosmos, c'est l'ordre du cosmos, c'est la vie d'un homme intégré dans le cosmos. Il y a cette partie qui est la partie de la Terre, et je ne suis pas étonné qu'on retrouve le rose de Robert, c'est un rose qu'on trouve souvent dans la chair de Robert, le corps des femmes qui sont toujours justement maquillées, apprêtées, et Baudelaire dit tout ce qu'on peut penser du maquillage, ce qu'est le maquillage, qui est le surgissement de la culture dans la nature, mais quand il y a des bas, des porte-jartelles, quand il y a des talons aiguilles chez Robert, ça fait partie de sa grammaire, c'est son monde, il y a toujours cette couleur-là qui est la couleur de la chair. La chair, la peau, le monde, c'est la chair du monde, c'est la peau du monde, et
ça prend la totalité, enfin, la partie inférieure de cette œuvre. Et ici, il y a l'incandescence d'un monde. Ce rouge est assez extraordinaire. Nous étions tout à l'heure, Robert et moi, dans l'atelier, et on parlait hier de ce qui distinguait le papier de la toile, et Robert me disait, regarde le rouge ici. Et de fait, le rouge sur un papier n'est pas le rouge ici qui tentait qu'on puisse encore parler d'un rouge. Il faudrait demander à Robert ce qu'est véritablement techniquement cette couleur. C'est un rouge orangé, mais c'est quelque chose de l'incandescence du feu. On voit bien que le cosmos, enfin quand on fait un peu d'astrophysique aujourd'hui, le cosmos est noir. On parle d'ailleurs de matière noire, mais le cosmos est noir. Ici, il est en feu, il est incandescent. C'est-à-dire que la Terre, c'est le rose de la chair, et cette partie de l'éther, c'est une incandescence qui est celle du feu. Le feu, c'est l'origine du monde, c'est la création primitive. Chez les présocratiques, et il y a beaucoup de présocratiques chez Robert, de pensée présocratique, c'est le principe directeur du monde. Et on a tout ici. On a le soleil, on a la terre, on a l'eau d'une certaine manière, avec les pleurs, la sueur. On voit bien que c'est de la sueur, ça pourrait être des larmes, ce ne sont pas des larmes. Chez les paysans, on ne pleure pas. Et il y a le travail, la figuration du travail. D'abord ce geste de celui qui bêche. Cet instrument est facile à reconnaître, hein, mais en même temps, la tête de la bêche ressemble à un animal préhistorique. Or, on a l'impression d'une limule, on a l'impression d'un cloporte, on a l'impression d'une bestiole qui va fouiller la terre et qui va chercher ce qu'il y a dans la terre pour ramener le fond de la terre. Il faut chercher le principe de la vie, il faut chercher la vitalité de la vie. Ce qui dans la vie veut la vie, eh bien, on va le chercher avec cet instrument qui ressemble à une pelle, chacun le reconnaît, mais qui a cet aspect un peu monstrueux. On s'en va chercher quelque chose d'octonien, c'est-à-dire la vérité de la terre. Eh bien, le paysan sait ce qu'elle est. Il fait ce travail. Moi, j'ai vu mon père faire ce geste-là des centaines de fois. Et il le fait parce qu'il retourne la terre. Il retourne la terre pour aller chercher la vie. On plante, enfin on sème, on plante. Ça germe parce qu'il y a du soleil, parce qu'il y a de la pluie, parce qu'il y a de la terre. Et puis un jour, on a les épis, et quand on a l'épis, eh bien, on moissonne. Quand on a moissonné, on peut faire du pain, et on nourrit l'homme qui a travaillé. Et c'est encore le cycle. C'est une peinture du cycle, peinture perpétuelle du cycle. Il y a cette besace que moi j'ai connue. Mon père partait avec cette besace dans laquelle il y avait le casse-croûte. On démarre tôt, on démarre avec le soleil, et puis on finit avec le soleil. C'est-à-dire dès que le soleil se lève, on commence le travail. Et dès que le soleil se couche, on termine le travail. C'est la vie aussi. On commence la vie là, et puis on la termine ici. On a le sommet de sa vie, et le sommet est ici. Le sommet de la vie, c'est le moment où la durée se transforme en temps. C'est le moment où on pense la durée, et on dit il y a un chronomètre qui nous permet de savoir ce qu'est le temps véritablement. Et il y a là de quoi restaurer les forces perdues dans le travail. C'est-à-dire, il y a le casse-croûte, il y a la boisson, comme on dit. Alors pour certains, c'était le litre de rouge. Pour d'autres, c'était de l'eau, c'était le cas de mon père, ou alors l'été du café glacé. Parce que la besace, c'est ce qui permet de restaurer les forces perdues, on transpire, le soleil est terrible, la chaleur est considérable, eh bien on a de quoi se sustenter et se restaurer. Il y a ce pantalon que Robert restitue et que j'ai connu, pas chez mon père avait des bleus de travail, mais qui était le costume, je dirais, des paysans d'avant le bleu de travail. C'est-à-dire effectivement un pantalon avec ce genre de rayures-là. Ces bras tout à fait singuliers, moi j'ai un peu les mains de mon père, mais je veux dire ce sont les mains de Picasso, ce sont les mains de Fernand Léger et les mains de Robert, enfin les mains du travailleur tel que Robert les peint. Ce sont des instruments. Ce sont également des instruments. C'est-à-dire le corps est un instrument. Il y a des gestes qui sont les gestes millénaires. Et si moi par exemple, je me souviens quand j'aidais mon père et que je prenais la bêche comme ça naturellement, il me disait que je la tenais mal, qu'il fallait la tenir au bon endroit. Il y avait une main ici, une main là, mais pas trop haut, pas trop bas. Le pied, c'est exactement la même chose, pas le bout du pied, pas l'autre bout non plus. Il fallait travailler un geste. Où je me souviens, à un moment donné, il m'a donné une faux. Et évidemment, quand il fauchait, c'était magnifique. On entendait chou et on voyait les blés qui tombaient. Et puis un jour, il me dit, vas-y, prends. Et alors j'ai pris. Et évidemment, j'ai mis la pointe de la faux dans la terre. Parce qu'effectivement, il faut comprendre que ce geste millénaire fait qu'on doit tendre la main de façon à obtenir la même épaisseur entre le début du geste et la fin du geste. C'est-à-dire que sur ce geste qui paraît simple, il y a des millénaires d'empirisme, je dirais. C'est-à-dire que ce geste n'est pas neutre, il n'est pas simple, comme on pourrait l'imaginer, il est le produit de millénaires. Il y a une époque où les hommes ont dû gratter la terre avec leurs mains ou avec éventuellement des cailloux. Puis un jour, ils ont utilisé un instrument, puis après, ils ont imaginé que le manche permettait effectivement de mieux travailler parce que la force
est décuplé ou est démultiplié. Et on voit là un geste fabuleux. Il est triangulaire dans l'œuvre, c'est-à-dire qu'on a une forme quasi parfaite. C'est en même temps une façon de partir vers le soleil. On voit que cette construction de l'homme permet d'aller vers le moment de l'absolu de l'éclairage, le moment de l'absolu du soleil. C'est l'heure de midi, même si là c'est plutôt une heure. Mais on est dans quelque chose de zénithal et tout va vers ça. C'est-à-dire que ça part de la terre, ça passe par le corps du travailleur et du paysan et ça s'en va vers la durée absolue qui est le moment de midi, l'heure sans ombre, qui est le début de la fin, c'est le moment de l'acmé. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir une ombre à nouveau parce que ça va descendre et on voit bien que s'il y a ici, je vérifie, parce que mon hypothèse pourrait ne pas être juste, il n'y a pas d'ombre. Parce qu'il y aura des ombres plus tard, quand ça descendra, on verra cette ombre qui va tomber. Et d'une certaine manière, quand le temps va passer, quand la durée va s'exprimer, eh bien, il y aura une ombre de cet homme et, comme par hasard, il y a cette ombre portée. L'ombre portée du vivant, c'est le mort. Le temps qui passera va faire de telle sorte que cet homme qui était vivant sera lui aussi un homme mort. Il se couchera dans la terre. Son corps nourrira aussi la terre. Moi, j'adorais l'époque où on mettait les morts dans des linceuls et les linceuls dans la terre. On recouvrait la terre parce que là, pour le coup, on repartait dans le cycle. Aujourd'hui, on est dans un sac en plastique qui est lui-même dans un cercueil, qui est lui-même dans un caveau, qui est lui-même cimenté. On ne retrouvera jamais la nature. On va pourrir dans un sac en plastique. Alors qu'ici, ce que le temps va exprimer, quand le temps sera passé, il enverra l'ombre de cet homme et l'ombre de cet homme, c'est son avenir, c'est son futur. Et c'est ce que dit la chanson de Brassens, c'est-à-dire il y a un moment donné où sans faire de bruit, toujours bêchant, dit le texte. Il retournait le chant des autres, et puis à un moment donné, il retourne le chant, il va se coucher, c'est fini, son temps est passé, il va mourir, il est là, et il va reprendre sa place dans la nature. Sa place dans la nature, c'est qu'il sort de la terre, c'est qu'il travaille la terre, c'est qu'il est l'homme qui va travailler la terre. Le paysan est une figure emblématique et plurimillénaire de nos civilisations. Il va se coucher, il va reprendre sa place dans la nature, et puis la nature va réeffectuer un cycle, et ça continuera comme ça. Chef-d'œuvre pour moi donc, je conclus, chef-d'œuvre pour moi chez Robert parce que ça me touche personnellement, je vous expliquais pourquoi, c'est la biographie de mon père, mais en même temps je trouve qu'il a tout dit de ce que peut être une philosophie avec le rapport au monde qu'on peut avoir. Robert est un homme du geste, de la main, du travail, de la peinture, de la couleur. Quand il s'exprime très bien aussi. C'est pas qu'il est encombré avec le langage et avec le vocabulaire, mais je persiste à croire que le grand peintre, c'est le peintre qui philosophe aussi. C'est pas un peintre qui philosophe avec... Le peintre, quand il philosophe, ne philosophe pas forcément avec des mots, encore que quand Robert fait des cartels et qu'il donne des titres à certaines de ses œuvres, ce sont d'authentiques poèmes, des chefs-d'œuvre de poésie pour moi. C'est post-Mallarméen, c'est post-Valéry, et ça mériterait, je crois, une édition d'ailleurs autonome. Il est aussi grand poète, il est aussi grand peintre, et je trouve que cette façon d'achever une vision du monde, de la proposer avec une image, je dirais comme lui, simple, modeste, qui n'est pas tape à l'œil, mais qui dit la vérité du monde depuis que le monde est monde, je trouve que, indépendamment du fait que ça puisse être un chef-d'œuvre personnel pour moi, parce que ça renvoie à des histoires personnelles, je crois que c'est un chef-d'œuvre parce que ça peut figurer dans les plus grands musées du monde comme d'abord l'œuvre qui dit Robert, c'est son style, c'est son caractère, c'est son tempérament, c'est sa façon d'être, de produire, cette façon de déposer les couleurs. Et j'ai la chance d'être son ami, de voir dans l'atelier des états de son travail. J'ai vu tout à l'heure comment il procédait sur ce qui est de son travail en cours, comment ça démarre, comment ça continue et comment ça finit. Et cette idée qu'on puisse avoir des couleurs, puis qu'ensuite il y a ce fameux trait noir qui est sa signature, et qu'on obtienne cet effet avec aussi des coulures. Alors on pourrait peut-être, tous ces petits personnages grimaçants, là, extrapoler un petit peu en disant, mais est-ce que c'est quoi ces coulures qui sont ces gens? Sont-ils même des gens? On pourrait être dans une logique de métaphysique, de physique quantique, mais pour le coup ça donnerait une métaphysique quantique, parce que dans la logique quantique, et c'est ça qui est très intéressant, cette fameuse physique rend possible une métaphysique, ce qui a eu lieu, a déjà eu lieu et aura lieu encore. Il y a un nombre infini de mondes dans cet univers, dans ce plurivers, et on pourrait imaginer que cet homme qui est ça, et qui sera ça, il sera ça aussi. Et il fera partie de ces espèces d'ombres, des ombres qui sont toujours là, un peu comme
comme les atomes d'Épicure, quand Épicure nous dit il y a des atomes, ça tombe dans le vide, et il y a des moments où il y a un atome qui quitte, c'est ce qu'on appelle le clinamen, il y a une déclivité, qui quitte la ligne droite, il va rencontrer un autre atome, puis encore un autre atome, puis il va fabriquer le monde comme ça. Et on a l'impression que ça pourrait être ici l'espèce de pluie d'atomes originale, et on a les atomes qui tombent ici, et puis qui finissent par dévier pour l'un, et puis construire à nouveau un monde. On peut imaginer que cet univers quantique-là rend possible la présence des morts qui sont toujours vivants. Cet homme qui est vivant et qui est mort repartira peut-être, possiblement, dans ce cycle-là, des personnages qui veillent, qui sont là. La physique quantique ne l'interdit pas. Elle dit, par exemple, il y a une très belle image que j'utilise parfois, mais si on met du bain moussant dans sa baignoire, par exemple, on renverse la bouteille de bain moussant, on va avoir des bulles, et puis à un moment donné, les bulles vont déborder de la baignoire, puis ça va déborder de la baignoire, il y en aura plein la salle de bain, puis après ça va déborder la salle de bain, il y en aura plein le couloir, puis après il y en aura plein la maison. Et puis ça va déborder la maison, ça va déborder dans la rue, ça va déborder dans la ville, ça va déborder dans la région, dans le pays, dans la France, puis l'Europe, et puis le monde, et puis on imagine que ça déborde jusqu'aux limites qu'on peut imaginer de l'univers. Eh bien, la physique quantique nous dit chaque bulle est un univers. C'est-à-dire qu'on imagine l'infinité des mondes. L'infinité des mondes. C'est-à-dire que quand on a l'impression que notre univers est vaste, on ne sait pas où sont les limites de l'univers, mais c'est l'équivalent d'une de ces bulles du shampoing qu'on a mis et qui est étendue jusqu'aux limites de l'univers connu. Une bulle, un univers. Et la métaphysique quantique nous dit rien n'interdit d'imaginer que ce monde-ci existe de la même manière dans un autre monde, dans les multivers. Très exactement le même. Mais ça peut être aussi très exactement l'inverse. Mais ça peut être aussi un autre monde, un monde dans lequel il n'y aurait que des peintures de Robert Combas, un monde dans lequel il n'y aurait que des têtes d'épingle, un monde dans lequel, etc. L'infinité fait qu'il n'est pas impossible, d'abord, qu'il y ait d'autres vies, pas forcément les mêmes, mais qu'on pourrait même imaginer un monde rétroversé. Ce monde-ci, il est produit exactement de la même manière dans une autre de ces bulles, mais avec un léger décalage, mais avec une transformation. On peut même imaginer que nous vivons très exactement le contraire de ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que nous allons vers notre mort, mais que finalement, dans un univers comme celui-ci, on commence par sa mort, et puis qu'on aille vers sa naissance. Donc la métaphysique quantique rend possible des choses extraordinaires. La fameuse histoire du chat de Schrödinger qui est vivant et mort en même temps, c'est quelque chose de philosophiquement très intéressant. Et on pourrait expliquer cette bande-là de manière presque quantique. On peut imaginer qu'il y a quelque chose de la physique quantique qui nous dit « ce personnage vit sous le regard de ceux qui sont morts mais qui sont toujours là. Un jour, cet homme qui sera ça deviendra ça. » Et on a encore cette logique circulaire qui fait qu'une fois encore, on a cette logique circulaire, il y a une façon de figurer le cosmos qui pour moi est géniale, j'utilise rarement le mot, mais il y a du génie dans cette façon de dire « je produis cette image et tout s'y trouve dit ». Donc on comprend que, j'ai dit pourquoi, ça puisse être pour moi un chef-d'œuvre, j'aimerais que pour tout un chacun qui voit cette œuvre, ça puisse être aussi un chef-d'œuvre, car c'en est un. Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la lèvre un douchant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ.